Bonjour, merci d'être avec nous sur Canal Algérie de nouveau. Dans votre espace Souriez, vous êtes sur Canal. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, comme chaque dimanche et lundi, pour parler d'actualité, pour parler culture et surtout pour bien vous accueillir vous et surtout vous nous accueillez chez vous. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire, hein, vous l'aurez compris, avec cette belle robe, si je puis dire les choses ainsi. C'est une robe que j'aime beaucoup. C'est une robe 100% palestinienne et vous l'aurez compris, dans la chronique Free Palestine aujourd'hui, nous allons parler de la broderie palestinienne ou si vous voulez, At-Tarz al-Falastini qui est classé par l'UNESCO comme patrimoine mondial et on en est fiers, que ce soit nous les Algériens, le monde arabe et puis bien sûr les Palestiniens. Aujourd'hui, on va vraiment détailler qu'est-ce que ce Tarz Falastini qui est très très particulier et vous allez voir que ça demande beaucoup d'expérience, beaucoup de minutie et ça raconte des histoires et des histoires entières de ces femmes, beaucoup plus les femmes. D'ailleurs, on posera la question à Saïfeddine Al-Astal qui est déjà installé. Est-ce que les hommes aussi sont portés sur la broderie palestinienne ou est-ce réservé qu'uniquement qu'aux femmes? Eh bien, on verra cela avec lui à travers aussi de très belles photos et des livres qu'il va venir nous présenter. Il y aura également l'Afrique qui sera présente dans la chronique Mama Africa et aujourd'hui, miam miam, il sera question des plats typiquement africains, de ces plats ô combien importants pour la culture et la gastronomie africaine. Il y en a tellement, mais Narcisse Youmbi était obligé d'en choisir quelques-uns et il va bien sûr y revenir à travers des images, à travers toute l'histoire de ces plats qui sont très importants en Afrique. Nous parlerons aussi de sport, ce sera en dernière partie d'émission avec bien sûr Mehdi Dahak dans la chronique Les Verts du Monde. Aujourd'hui, il vous donnera beaucoup de news sur nos joueurs internationaux, nos footballeurs internationaux. Et puis nous recevrons un invité. Alors celui-ci est algérien, il est établi en Suède et il viendra nous parler justement de la communauté algérienne établie en Suède. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de cette communauté, on est beaucoup plus porté sur d'autres pays de l'Europe, mais également le Canada. Mais il y a justement une communauté algérienne en Suède et on va prendre des nouvelles de cette communauté à travers le président de l'association algérien de Suède qu'on recevra donc tout à l'heure dans cette émission. Voilà, le programme est donné. On va commencer tout de suite notre émission avec la chronique Free Palestine que vous présente chaque dimanche Saïfeddine Al-Astal. Ahla wa sahla Saïf, marhaba. أهلا بك, مساء الخير لك ليليا والفريق التقني وnos chers téléspectateurs. Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, dès que je trouve une occasion, je porte la robe palestinienne. Alors l'occasion, bien sûr, c'est aujourd'hui, puisque vous allez nous parler de l'importance de Tarz al-Falastini. Tarz. Oui. Alors, donc, أول حاجة أنا نشوف في الثوب اللي لابساه ما شاء الله عليك, ça vous va très bien. C'est gentil. طبعا الثوب الفلسطيني هو رمز من رموز الثقافة والشعب الفلسطيني. Alors, اليوم تحديدا اخترنا موضوع التطريز أو الطرز الفلسطيني, la broderie palestinienne. اليوم le 15 ديسمبر, 15 ديسمبر, هي ذكرى الثالثة لاعتماد اليونسكو للطرز الفلسطيني كأحد عناصر الثقافة الفلسطينية typiquement palestinienne. Alors, في 15 ديسمبر كانت في الدورة 16 للجنة الحكومية في اليونسكو للتراث الغير مادي. تم اعتماد patrimoine immatériel. بالضبط. de l'UNESCO. تم اعتماد التطريز الفلسطينية. كنقولوا الطرز الفلسطيني, العنصر الأول اللي هي الطرزة اللي هي اللي تيجي اللي بسموها كروازي. الطرزة كروازي تكون. هذه من أهم الطرزات, أنواع الطرزات الفلسطينية. طبعا هنا ممكن الصورة مش واضحة ولكن الاشكال الهندسيه هذه تسهل انه كيفاش الطرزه كروازي تنعمل. طبعا الان بالنسبه للثقافه الفلسطينيه احنا لحد الان بالضبط يعني نشوفوا الداخل اللي حبينا نديروا زوم حنلاقوا الكروازي هذيك تجيك كروازي. طبعا في انواع اخرى ولكن اهمها المشهور فيها الان هي الكروازي. لانه كان نحب نحكوا الان على التطريز الفلسطيني. طبعا هو احد العناصر الاربعه اللي اليونسكو اعتمدتهم انه هذه عناصر خاصه فلسطين. بفلسطين. مش تراث مشترك ولكن خاص بفلسطين. Parce que souvent justement c'est bien que vous disiez ça, Oustad Saïfeddine Al-Astal, خاطر كاين بزاف اللي يقولوا oui ça vient de l'Orient.
جاي من لوريون بصح اون سي با سي سي بالستينيان سي سي جوردانيان سي سي ايجيبسيان سي سي الوغ كو سي بالستينيان. التطريز سي فريمون 100% بالستينيان بدليل انه اليونسكو اعترفت به. الوغ احنا قلنا عناصر الثقافه اللي اعتمدت في اليونسكو هي 4. كنا حكينا عنها في لمه فلسطينيه. وي اكزاكتومون. حكينا على الحكايه اللي هي كانت في 2008 اعتمدت في اليونسكو. من بعد التطريز اللي هو اللي انا نحكوا عليه اليوم بالضبط، هي طريقه الطرز. وحتى هنا هي راهي تطرز وتعلم ثاني اللي معها. وعندنا ثاني العنصر الثالث اللي هو الدبكه الفلسطينيه اللي هو في العام اللي فات وحكينا عليها اوسي الدبكه الفلسطينيه. en 2023 اعتمد في اليونسكو. وكان من جديد العنصر الرابع اللي هو كان لو 3 ديسمبر هذا باسي اللي هو الصابون النابلسي. D'accord, donc ça c'est nouveau. Oui. Il va falloir faire une chronique spéciale sur صابون النابلسي. ان شاء الله. Il est spécial ce savon? Oui. Naturel 100%. مش بنديروا بيبليسيتي ولكن هو احد عناصر الثقافه الفلسطينيه على الاقل. يعني اليونسكو اعتمدت على وثائق على الاقل عمرها اكثر من 1000 سنه. على الأقل. طبعا هو موجود من وقت الكنعانيين يعني من 4000 5000 سنة. Très bien. Donc ça c'est nouveau. الصابون النابلسي. الصابون النابلسي. Très bien. طبعا في بدنا بزاف أنواع ومفيد يعني صحي 100%. عندك أنت ما عندكش؟ كنت نجيب من عند أصحابي يجيبوا لي النابلس. كان جبت لنا نشوفوه كيفاش اللون تاعو. Est-ce qu'il a pas de couleur, il a pas d'odeur. C'est quoi la particularité تاع الصابون النابلسي؟ مصنوع من زيت الزيتون، من ورق الغار، من يعني كل الأعشاب الموجودة في الطبيعة الفلسطينية. يصنع منها صابون. وكل نوع كل شيء طبيعي 100% طبيعي. وكل نوع صابون الواش يستخدم. وطبعا كان اللي هو من الطين تاع البحر الميت. طبعا البحر الميت هو مشترك طبعا بين فلسطين والاردن. ناخذ منه لارجيل. الطين هذاك طبعا عنده فوائد ويستخدم طبعا يعني يستخدم منه يستخرج منه ايضا صابون او يصنع منه صابون عفوا. Eh ben on en parlera une autre fois du savon de Nablus, n'est-ce pas? Là on reste في الطرز والتطريز. التطريز الفلسطيني. التطريز الفلسطيني. وكان نحكوا الان على الثوب الفلسطيني. الان عندك الثوب اللي لابساه يعتبر ناقص يعني مازال كان دوت مكونات مازال مكونات واحده اخرى. D'accord. يمشيش واحد واحد. انا سمعت واحد bon j'ai dû chercher plusieurs vidéos, on en verra quelques-unes, mais dans l'une des vidéos qu'on va pas passer, mais je vais vous raconter, il y a une palestinienne qui parle du mariage ou des الثوب الفلسطيني اللي يتلبسوه في العراس وتقول plus في العراس يعني لازم يكون الثوب bien chargé. لازم يكون plus il y a le mariage, la date du mariage approche et plus الثوب تاع la mariée il faut qu'il soit vraiment rempli pas de pierre mais de طرز. c'est ça. Exactement. الآن الطرز حيكونوا كلكو فوتون ان شاء الله دوك يبينوهم دوك شويه هكذاك. ما يبانش القماش. ما يبانش القماش. القماش مطرز بخاسك 100%. طبعا لما تشوفي الطرز هذاك كل طرز عنده حكايه عنده رمز. يعني الطرز هذا ما جاش هكذاك مش عشوائي. الان اذا تسمحي لي نقول لك اول حاجه مكونات الثوب الفلسطيني. ايوه. الثوب الفلسطيني كان الفستان اللي هي لاغوب اللي لابستها وكان يعني هكذاك شال يتحط او خمار يتحط غطاء للراس وكان ثانيك السروال يتلبس تحت لاغوب. طبعا كل مكون من المكونات فيه طرز تاعو وكان لاكاب ثاني. داكور. اللي هي لافيست ثاني وكان منها انواع كان تجي قصيره كان تجي طويله. حسب طبعا. هذا مثلا رانا نشوفوا هذه ثوب قديم بزاف. très ancien. Ça c'est vraiment je sais pas à quelle date ça remonte mais c'est l'un des plus anciens modèles de ثوب فلسطيني, c'est ça. Minimum 1900 ممكن قبل 1900. Exactement. Il est juste magnifique. On dirait une reine. Oui. Hein? On dirait une reine. C'est incroyable. Ouais. الآن إذا تسمحي نحكوا على الطرزة نفسها. انت كما شفنا هنا الثوب اللي لابساته هو مجموعه من الرموز فيه. كان عندك اشكال نباتيه وكان اشكال هندسيه وكل وحده والوان. بالضبط. الان عده رموز عندنا زهور وعندنا اشجار والاشجار نقدر نقول لك اهم 3 شجرات اللي هم ينمو عندنا في فلسطين. الزيتون. شجر الزيتون والنخله والسرو والعليق.
يعني اذا نحكيهم لك باللغه الفرنسيه باش يعني المشاهد يشوف يعرف. السارو اللي هو سيبري، والنخله البالميه طبعا، وعندنا العليق اللي هو الميور. لي مور، داكور، لو موريي. موريي فوالا. L'arbre c'est le mûrier. L'arbre c'est le mûrier. فوالا لو فاكهه. Le fruit c'est les mûres. العليق الميور. وعندنا ثاني الطيور، والطيور ثاني فيها انواع طيور. وعندنا الاشكال الهندسيه. وي. طبعا اختيار الالوان مش عشوائي ثاني. اللون عنده والتصميم بالضبط. الاحمر on retrouve beaucoup الاحمر، الازرق بالضبط، والوان اخرى، ولكن احنا اهم لونين عندنا الاحمر والازرق لانه عنده مدلول، عنده هكذا اون سينيفيكاسيون. طبعا قبل ما نوصل للتفصيل هذا، نوع الطرزه واللون يختلف من منطقه لمنطقه، يعني الجغرافيا تتحكم في نوع الطرز. والحاله الاجتماعيه عزباء، متزوجه، ارمله. داكور وي. الثلاث حالات هادو يختلفوا في الثوب، ودوك نقول لك كيفاش. والحاله الاقتصاديه، يعني انه ناس يعني مقتدرين يعني ايزي ولا وي كي اون لي مويان. Parce que plus c'est chargé, plus j'imagine plus ça coûte plus cher, c'est ça. طبعا بيان سور، ويطرز باليد يعني ما كانش لي ماشين. C'est un travail fait main. وي بالضبط. الان الطرز قلنا باليد. نوع الخيط هذا مصنوع محليا من الذهب، الفضه، وي الحرير، فيل دارجون، فيل دور، فيل دو سوا. ومن بعد مع الوقت طبعا بدات الامكانيات تنقص لظروف تاريخيه نحكوها الان بسرعه. خيط القطني ولكن ملون. الان القماش هذا اللي يخيطوا عليه مصنوع محليا في فلسطين. نحكي لك انا قبل النكبه وقبل ما يكون الانتداب البريطاني والهجرات الصهيونيه نحو فلسطين، كان هناك 4 مناطق في فلسطين مشهوره بالقماش، انه هي تنسج القماش. المجدل، غزه، والناصره، وكان عندنا ايضا بيت جاله. هي 4 مدن فلسطينيه مشهوره انه تنسج القماش. طيب الان الخيط هذا والقماش هذا يتلون، كيفاش يتلون؟ حيتلون بمواد طبيعيه. تو سي ناتشورال اللي موجوده في الارض فلسطين. داكور. يعني عندنا مثلا اللون الازرق الانديغو، في شجره انديغوتي. داكور. هذه النبته انديغوتي ينمو في غور الاردن. كي نقولوا غور الاردن يعني منطقه اريحه شرق فلسطين. تري بيان. هذا بالنسبه لا كولور بلو اللي حنقول لك وعلاش حتستخدم. ولا كولور روج عندنا عده مصادر، الحشرات مثلا او النباتات. لي انسكت ولي بلانت. لي انسكت اي لي بلانت. لي بلانت عندنا لا غارونس اللي هي الفوه الصبغيه. لا غارونس اسمها اون فرونسي. وعندنا لي انسكت، عندنا دوده القز شوني بومبيكس، وعندنا ايضا دوده القرمز اللي هي الكوشوني. داكور. يعني شوفي انت كيفاش من ارضنا نخدموا كل شيء. سي جينيال سا. وي طبعا احنا قلنا الثوب مرتبط بارض فلسطين. وهذا justement هنا راح نوقفك أستاذ سيف parce qu'on va compléter ce que vous êtes en train de dire à travers le témoignage d'une dame palestinienne, j'imagine qu'elle doit être grand-mère, et elle aussi elle parle de toute l'importance de ce travail اللي هو الطرز. نقولوا طرز ولا تطريز؟ التطريز. Très bien. Et je voulais vraiment montrer aux téléspectateurs cette vidéo parce qu'elle nous confirme encore une fois que c'est 100% un travail palestinien. Regardez, ensuite vous continuerez. طبعا أنا اشتغلت هذا عبايلي أنا واشتغلت الشيني، يعني أخذوا معي شي شهر 20 يوم 25 يوم. طبعا لاني انا متشوقه اني البسها ومتمسكه بتراثنا الفلسطيني، فاحسش بالوقت، اشتغل ليل نهار بس لاخلصها. انا مريم محمود من قريه الصفصاء قضاء صفد. تعلمناه لانه تراثنا هذا متمسكين فيه وبنحب انه احنا نحييه ويمتد لجميع انحاء العالم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث. Ce qu'on appelle nous dans notre jargon le VTR, mais bon, on était obligé parce que c'est l'appel à la prière, vous l'aurez compris, de Aden al-Asr à Alger et ses environs, mais on va quand même continuer à en parler. Donc on regardait un petit peu, pour le peu qu'on ait vu, la dame qui parlait de cet art qu'elle maîtrise, Outroul Annou Falastini, qu'elle est très contente de le préparer, de le faire et surtout de le porter pour essayer de le montrer au monde entier que c'est un travail palestinien. Oui, لأنه هذا عمل يدوي يدوي surtout. فهي لك entre 20 jours 20 يوم باش حتى الشهر تكمل حتى الشهر مرات إيه. لأنه يأخذ الوقت وحسب المناسبة كما قلنا مقبل إذا كان عرس يعني عروسة كانت هي اللي حتتزوج التطريز يزيد ايوه لا كونتيتي ou bien le nombre de يتعمر بلوس يزيدوا الوغ احنا كما شفنا هنا انه كان قلنا وحكينا عليه التاريخ من قبل انه النباتات والاشجار والزهور موجوده في الثوب الفلسطيني. هنا اذا تسمحوا لي عندنا الكتاب هذا فيه مجموعه صور الازهار وكيفاش انه يتم طرزها تمثيلها على القماش على الثوب او هذا كان جابوا الاستاذ اشرف كان نعم الدكتور اشرف ابو عامر كان الملحق الثقافي في سفاره فلسطين بالجزائر كان وضح انه كيفاش انه هنا عندنا مثلا صوره الزهره وهنا طريقه طرزها او تطريزها على القماش. طبعا هذا المغلف تاع الكتاب عده انواع. طبعا ثاني هناك نزيدوا معلومه سريعه ثانيك انه حسب المنطقه وش ينمو فيها ازهار يتم تطريزها على الثوب تاع المنطقه هذه.
كل منطقه عندها الطابع تاعها او النمط. سي سا اي سي بور سا كون فوا اوسي نشوفوا باللي الاثواب ثاني كل توب ومنطقته. سي سا سي لا ميم شوز بور الطرز. بالضبط. هنا في اذا تسمحوا لي ثاني الكتاب الثاني نوري لك توب، صوره توب اصلي مش مرسومه. اسمه توب ابو قطبه، هكذا يسمى ابو قطبه، اللي هو من منطقه دير ياسين. دير ياسين اللي صارت فيها المجزره دير ياسين عام 1000 في افريل 9 افريل 1948 هاوليك. هذا هو. اسكو بو فوالا اون فا لو فوار فوالا. اذا هذا طلعوا شويه الكتاب باش ما يجيش لو ريفلي. فوالا اكزاكتومون. فوالا بو هذا تاع دير ياسين. وهذا اللي هنا هذا مخمل، القماش مخمل يعني قطيفه فولور. سي دو فولور. وهذا تاع قريه عين كارم. عين كارم. كي نقولوا عين كارم، القريه هذه قريه عين كارم هي قريه فلسطينيه بناها الجزائريين. داكور. هنا نجول تاريخ الجزائريين في فلسطين. طبعا هادو اللي كانوا راحوا في الهجرات مع الثورات الشعبيه، المقاومه الشعبيه الجزائريه مع الامير عبد القادر، مع المقراني، الحداد وغيره من اللي نفاوهم من الجزائر وراحوا لبلاد الشام، راحوا لفلسطين. طبعا هذه قريه عين كارم اللي اسسها اللي بناها من الالف الى الياء الجزائريون. داكور. ميرسي بور لانفو. وهي من القرى القليله اللي قاعده موجوده لليوم. للاسف استوطنها يهود الصهاينه، استوطنوها. Très bien. Alors justement, avant de partir safe et tout, parce que c'est tellement intéressant, on pourrait en parler encore, hein, on peut le faire en deux parties ce sujet, parce qu'il y a tellement de choses encore à dire. Il y a des vidéos aussi à montrer qu'on n'a pas eu le temps de montrer malheureusement, mais une question très importante aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout ce que fait subir l'entité sioniste à la Palestine et à l'économie aussi palestinienne. Est-ce que ces femmes continuent dans leur travail ou est-ce que l'économie a été touchée, c'est clair, mais comment ça se passe, est-ce que ces femmes continuent malgré tout ce qui se passe? بالنسبة للتطريز هذا يعني إذا تحبي نكملوه اليوم أو دوزيام بارتي بلو تار. التطريز الفلسطيني كما قلت لك مرتبط صح بالجغرافيا كما حكينا والنباتات والازهار والاشجار والطيور، ومرتبط بالتاريخ. يعني النكبه نبدا لك انا من 48 اثرت على التطريز الفلسطيني. ال 67 النكسه اثرت على التطريز الفلسطيني. بعد فتره الانتفاضه في ال 87 اثرت. واليوم يحاولوا يطمسوا هوية الفلسطينية. لأن أنت لما يتم تدمير البيوت والمعامل وهذه المصانع هذه تاع الأنسجة، كيفاش حيتم الطرز؟ احنا نحكوا على قطاع غزة، الضفة الغربية الله يسترها، وباقي الله Ils essayent du moins de tout s'approprier. اللي كلش تاعهم alors que حتى حاجه ما تاعهم. طبعا. الان الناحيه الاقتصاديه تاثرنا، ولكن الطوب الفلسطيني يساعد المراه الفلسطينيه على كسب مدخول مادي، واللي هو يساهم في مساعده الاسره الفلسطينيه. ولكن للاسف احنا نعاني من سرقات للطوب الفلسطيني. بصح العالم كله يعرف اليوم باللي الثوب هذا فلسطيني. اكيد. on le sait tous. Quand on le voit on sait c'est palestinien. وهذا المجهود اللي بذلناه كفلسطينيين في اليونسكو باش جبنا كل الادله لتثبت انه هذا التطريز فلسطيني. Très bien. En tout cas, c'était très passionnant. Voilà, il faut rendre hommage aussi à toutes ces femmes palestiniennes. Et puis, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce qu'il y a des hommes aussi qui font ça? شوفي التطريز هو حكر على النساء. ولكن كان رجال، يعني الخياط كان رجال، الخياطة يمارسوها الرجال والنساء. كان رجال يقوموا بالتطريز، ولكن هو المعروف عندنا في فلسطين التطريز هي النساء. وهنا ممكن نقول لك خلال عملية التطريز المرأة الكبيرة اللي تعلم بناتها وحفيداتها كان الحكاية de l'UNESCO. بنزيد لك عندنا شويه وقت خفيف كاين ما عندناش بصح زيد يلا على السريع. ما قلت لك النكبه اثرت علينا احنا اقتصاديا، ولكن مع الهجره كان اللي راحوا بعض دول الخليج وغيرها شوفي
يعني ما عندهمش ياكلوا، ولكن حفاظا على الهويه والفلسطينيه يشتروا به المعدات اللازمه ويخيطوا. نفس الشيء في 67، نفس الشيء في الانتفاضة، انتفاضة الحجارة اللي احنا الآن نعيش أيام انطلاقتها، ذكرى انطلاقتها كانت في ديسمبر من عام 87. فهذا كله أثر علينا كفلسطينيين، ولكن احنا تأقلمنا ودخل حاجة جديدة نختم بها هذه، دخل جديد في الطرز الفلسطيني اللي هو الثوب الفلسطيني، اللي هو ثوب الانتفاضة سموه، اللي هو ثوب الانتفاضة. نطرزوا في علم فلسطين أن اليهود في الانتفاضة كانوا يمنعوا الفلسطينيين يرفعوا العلم الفلسطيني، فالمرأة الفلسطينية طرزت العلم الفلسطيني على الثوب وكتبت فلسطين. On l'a vu tout à l'heure, je crois qu'on a vu un modèle comme ça où il y a la carte géographique de la Palestine ou l'Alam al-Falastini. Le caricature Handala, personnage هذاك. Très bien. Ben, on pourrait en faire la deuxième partie, hein, si vous voulez, la semaine prochaine, parce qu'il y a encore, et moi j'aimerais bien encore montrer d'autres vidéos et que voilà, toutes les personnes qui nous regardent connaissent vraiment l'histoire de Tatriz ou Tarz al-Falastini. Merci beaucoup, Sted Saïd, c'était passionnant. Il y a d'autres photos dans ce livre? Oui, oui. Vous le ramènerez avec vous la prochaine fois à l'avance et on prendra toutes les photos pour les montrer. D'accord? Très bien. Merci beaucoup. À la semaine prochaine alors. Donc la semaine prochaine, deuxième partie. Très bien. Voilà, on va rester avec bien sûr la Palestine et cette fois-ci, je vous propose d'écouter la toute dernière chanson. Elle vient tout juste de sortir, celle de Laouki, cet artiste qui est tellement engagé pour la Palestine. Il a fait que chanter la Palestine toute cette année. C'est incroyable son engagement et même avant. Hein. Et là, elle est juste magnifique cette chanson. Regardez-la et surtout écoutez-la.
Communauté algérienne établie à l'étranger. Quand on parle de cette communauté, il y a beaucoup de pays qui nous viennent en tête, notamment en Europe, notamment par exemple le Canada, et même au-delà du Canada, hein, il y a des Algériens partout dans le monde. Mais on ne parle pas assez, je trouve, des Algériens qui se trouvent en Suède, et pourtant il y en a. Et justement, voici un représentant de toute cette communauté, puisqu'il est le président de l'association Algérien de Suède, et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Lilia. Alors c'est Yassine Farid Khouja, c'est ça? Non, Yassine Jafar Khouja. Yassine Jafar Khouja, exactement. Voilà. Merci d'être là en tout cas, Yassine, voilà, pour être simple, tout court, je vais faire tout court. Merci d'être là. Vous deviez déjà passer, ça fait quand même un bon moment. Exactement. Et puis ensuite, vous aviez des choses à faire, donc ça ne s'est pas fait. Oui, mais ben, ça s'est fait aujourd'hui. Exactement. Non, ben, tout d'abord, je vous remercie infiniment, Lilia, pour votre invitation. Merci à toute l'équipe technique et salutations à tous vos téléspectateurs. Très bien. Eh ben, les téléspectateurs qui regardent, j'imagine qu'il y en a peut-être qui sont en Suède. Et moi, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple finalement. Y a-t-il vraiment des Algériens en Suède? Eh bien oui, il y en a. À la grande surprise, il y en a. On n'en parle pas assez, justement. Et elle est là toute la problématique. Voilà pourquoi nous essayons de faire vraiment un travail de fond et de forme aussi pour mettre la lumière sur notre communauté algérienne. Est-ce que c'est une communauté importante? Comment vous évaluez cette communauté en termes de chiffres? Peut-être que vous avez des chiffres à nous donner ou pas, mais en tout cas, est-ce que ça va, elle est bien présente en Suède? Tout dépend comment on définit l'importance. Mais en termes de chiffres, non, du tout. Elle n'est pas importante. Mais de qualité, vous allez me dire. Exactement, exactement. Donc si on parle du volet de qualité, c'est tout autre chose. En termes de chiffres, il n'y a pas de chiffres documentés bien précis, mais nous sommes environ entre 7 000 et 8 000 Algériens en Suède. Quand même, c'est important, 7 000, Par rapport 8 000. à d'autres pays, ce n'est pas vraiment une communauté, c'est une famille. D'accord, oui, mais la Suède, vous la définissez comment par rapport à sa superficie, par rapport à d'autres pays? Non, la Suède est un tout petit pays qui compte environ 11 millions d'habitants. Donc oui, mais ça reste que notre communauté n'est pas très très importante. D'accord. Oui, mais alors qu'est-ce qui définit, comment vous la définissez cette communauté? Est-ce que c'est une communauté qui est partie d'ici, d'Algérie pour faire... Est-ce que ce sont des étudiants qui par la suite se sont installés? Est-ce que c'est des gens qui travaillent ici qui sont partis? Est-ce que c'est des gens qui sont nés en Suède, de mariage peut-être mixte ou je ne sais pas comment vous... Ben c'est un peu tout vous ça, avez vraiment résumé le type d'Algériens qu'il y a en Suède. C'est vraiment un mélange. Nous avons les Algériens qui sont nés là-bas, bien sûr. De père, enfants, exactement, enfants de l'ancienne génération, des Algériens qui récemment se sont installés. Vous avez un propre exemple. Je vais y revenir. Voilà, donc c'est vraiment un mélange des étudiants, des travailleurs, des anciens, des enfants d'anciens. Donc on voit un petit peu les photos qui défilent de ces réunions de votre communauté, de la communauté algérienne. Exactement. En Suède. Ouais. Vous, par exemple, pourquoi la Suède? Pourquoi vous avez choisi la Suède? Et quand? C'est l'amour qui m'a mis les pieds en Suède. C'est l'amour du groupe ABBA, je pense. Non, pas du tout. L'amour de mon épouse. Ah, d'accord. Qui écoutait du ABBA? Non, exactement. Qui n'écoutait pas franchement du ABBA? Même, non, on vivait en Algérie et on ne connaissait pas la Suède, mais on connaissait le groupe. Grâce au groupe exactement, ABBA. Exactement. Donc non, c'est mon épouse et justement... le type d'Algériens qui sont nés et qui ont vécu une grande partie de leur vie en Suède. En Suède, très bien. Donc le Mektoub, comme on dit, qui a fait que j'ai atterri là-bas. Oui. Est-ce que vous êtes tout de suite adapté ou est-ce que vous vous êtes senti dépaysé? Comment ça se passe pour un Algérien qui décide d'installer en Suède? Parce que c'est pas comme d'autres pays où vous allez trouver de fortes communautés. Peut-être vous allez trouver beaucoup de Tunisiens. Vous voyez beaucoup d'Algériens, mais en Suède. Est-ce qu'on s'adapte tout de suite? Franchement, non. Mais l'adaptation, la facilité d'adaptation dépend de la saison. C'est tout bête, hein? Mais c'est vraiment important. C'est un facteur très important. Le temps. Oui, le temps, le climat.
Moi, personnellement, j'ai fait 2 tentatives. La première tentative, c'était en hiver. Oui. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas collé. J'ai été pressé de rentrer en Algérie. D'accord. La deuxième tentative, quelques années plus tard, Vous êtes parti en été. en été. Ah. Et c'était tout autre chose. D'accord. C'était tout autre. Mais quand je dis c'était les 2 extrêmes, c'était tout autre chose et l'adaptation est plus facile. D'accord. Donc, vaut mieux aller, si on veut aller s'installer en Suède, il vaut mieux aller pendant l'été. l'été. Ah oui, oui. Pour laisser le temps à recommande. son cerveau de s'adapter. Exactement. Je le recommande fortement parce que quand on est en Suède en hiver, on regrette Oui. d'être là. D'accord. Et dès que l'hiver passe et puis il y a la saison de l'été, ben, s'adapte. ça efface complètement tout ce qu'on a vécu pendant l'hiver. C'est vrai Et que c'est du un beau coup- pays aussi, la Ah oui, Suède, c'est un hein. très très beau pays. Très bien. C'est tranquille, c'est beau et voilà, il y a beaucoup d'autres. Mais c'est pas aussi beau plein que l'Algérie, d'opportunités. bien sûr. Non, non, aucun pays n'est aussi beau que l'Algérie, bien, Très bien bien. évidemment. Alors, l'association s'appelle les Algériens de Suède, c'est ça? Algérien en Suède. Algériens en Suède, comment vous Exactement. l'appelez en... En suédois, ça Oui. s'appelle Algerier i Sverige. Ah, donc maintenant, vous parlez suédois. Bah, non j'espère. Vous maîtrisez la langue. Je maîtrisais, non, on maîtrisera jamais une langue étrangère. Mais je pense la parler assez bien pour Ah, c'est pouvoir bien. m'exprimer. Pouvoir et puis, être compris déjà. pour pouvoir être compris, pour pouvoir être président d'une association aussi. Justement. Alors, cette association est née quand, finalement? L'association en soi, administrativement et officiellement, est née il y a quelques mois. Donc je pense Donc, c'est tout au mois récent. de septembre. C'est vraiment tout récent. Mais le travail qu'il y a eu avant de créer l'association, ben, il date de quelques années. D'accord. Donc, ça a bien été réfléchi, bien Ah oui, construit, oui. bien... Non, non, bien sûr, ça a bien été réfléchi. Quand j'ai mis les pieds en Suède, je me suis tout de suite rendu compte qu'il fallait vraiment faire un travail pour essayer de créer une ambiance algérienne, sinon l'ambiance algérienne ne viendra jamais à vous. D'accord. Donc, Et donc, comment vous avez fait? Vous avez contacté des Algériens qui sont là-bas. Comment ça s'est passé? Comment on arrive à contacter pas les 7000 ou 9000 que vous avez cités, mais au moins quelques-uns? C'est une très très bonne question parce que il y a quelques années de cela, en 2013 ou en 2014, c'était presque pas possible de contacter les Algériens ou de prendre contact avec les Algériens. Mais ensuite, l'idée est venue à partir de là, justement, à partir de ce besoin. Parce que moi, personnellement, j'ai essayé d'être en contact avec les Algériens. C'est la première des choses qu'on fait quand on atterrit dans un pays aussi étranger. C'est très difficile. C'est pas la France, c'est pas le Canada, là où on se tourne, on a des Algériens autour. Exactement. C'est pas du tout ça. Donc ça a commencé à partir de création de groupes Facebook et c'est les groupes Facebook qui ont commencé à réunir. Effectivement, on est passé... Oui, mais j'imagine aussi si vous partez à l'ambassade. Bien sûr. Certainement, ils vont vous mettre aussi en contact avec d'autres Algériens. Non, c'est pas évident. Pas vraiment. Il n'y a pas de recette pour ça, il n'y a pas de stratégie. L'ambassade n'a aucune stratégie pour ça. Et c'est quasiment impossible d'aller toquer chez l'ambassade au niveau de l'ambassade et leur dire mettez-moi en contact avec les Algériens. Par contre, elle peut vous réunir parce que ça s'est déjà passé. J'imagine qu'il y a eu peut-être des réceptions, une réception au niveau de l'ambassade où vous avez rencontré d'autres Algériens là-bas. Bah oui, justement. D'ailleurs, on remercie le travail qu'effectuait l'ambassade autrefois à ce sujet. Mais ça reste que l'ambassade ne peut pas réunir 7000 Algériens. C'est vraiment impossible. Leur réception comptait au maximum 200 personnes. Et c'est grâce à ces réceptions qu'on a commencé quand même à connaître de fil en aiguille, voilà. Bah oui, petit à petit. Très bien. Alors, le but de l'association, finalement, c'est quoi votre travail de faire la promotion de la culture algérienne? C'est quoi exactement? Déjà, le but de créer une association, c'est de pouvoir représenter la communauté algérienne. La communauté algérienne en Suède a vraiment besoin d'être représentée et d'être réunie, d'être renforcée, d'être soudée. Et c'est tout l'objectif et le but de cette association. Oui, mais après, quand vous vous rencontrez, c'est bon, vous êtes rencontrés, vous êtes soudés, vous rigolez, vous discutez, etc. Les souvenirs, vous créez l'ambiance algérienne. Mais il y a quoi ensuite? Il y a quoi après? Est-ce que vous organisez des événements? Est-ce que, je ne sais pas, vous faites des expos d'habits traditionnels pour les faire connaître justement en Suède, des expositions, vous invitez peut-être des artistes algériens qui vont venir en Suède? Parce que bon, vous venez de commencer cette année, mais j'imagine que vous avez tout un plan de travail. Non, mais exactement, c'est exactement ça. Mais je rebondis, Berk, juste à là où je le fait de, c'est bon, vous avez réuni. Non, ça,
il n'y a pas un moment où on se dit c'est bon, on a réuni tous Non, j'ai pas dit tous les c'est Algériens. bon. Ah d'accord. Dans ma D'accord, question, j'ai mal c'est compris. bon. On imagine que vous Ouais. avez réuni et ensuite c'est quoi? On continue toujours déjà de réunir, de créer des événements, des rencontres, de promouvoir la culture algérienne. Algérienne. Nous occuper, créer des réceptions, des rencontres féminines. D'ailleurs, Voilà, il y en c'est a ça. eu une pas plus tard qu'hier. Il y en a une, d'ailleurs on va voir la photo, là je m'adresse à la script Hajar, là où il y a des Algériennes, c'est Oui, ça? Donc, exactement. beaucoup d'Algériennes. On va voir la photo avec le drapeau algérien. C'était une rencontre féminine 100% algérienne? C'était 100%, c'est une rencontre 100% algérienne et d'ailleurs je salue vraiment le travail que ce n'est pas cette C'est pas cette celle-là, photo. c'est pas cette photo, Ouais. mais bon, là on voit C'est- aussi des Algériennes, c'est pas grave. Exactement. Mais il y a une photo où les Algériennes sont debout, elles sont toutes debout où Rafdine le drapeau. Donc, elle va la trouver. C'est la dernière photo que je t'ai envoyée, Hajar. D'accord. Là, je lui dis tout en Mais allez, direct. je peux commenter quand même les photos Oui, qui passent. celle-là, par exemple, elle est belle, hein. Exactement. Hadi, ça c'est monsieur l'ambassadeur, avec bien sûr la communauté. Non, c'était là où on avait organisé des portes ouvertes pour parler et faire parler justement de l'association. Et c'était vraiment un succès. Ouais. Cette photo, c'est la première réunion. Il n'y avait pas d'association à ce moment, mais j'ai réuni tout un groupe de personnes engagées avec la même vision pour rencontrer l'ambassadeur et le consul et l'équipe de l'ambassade pour voilà, échanger. Certainement pour voir aussi si vous pouvez travailler ensemble Bien de temps sûr, en temps. bien sûr. Ah voilà, c'est celle-là la photo. Exactement. Donc, c'est la photo date d'hier, un événement féminin et voilà, un qada jaziria, comme on dit. Et je salue l'effort des organisatrices qui ont fait un travail exceptionnel, Karima et Amina. Et puis, tous les membres aussi, tous les membres de l'association. C'est grâce à elle aussi que ça Et il y a été avait un quoi dans succès. cette rada? Ça discutait, ça parlait, ça faisait des projets, il y avait des projets qui cogitaient dans leur tête. On va faire Franchement, ça, on va j'ai faire pas fait de débriefing alors avec les organisatrices Bah oui, encore. puisque vous étiez là. Mais exactement, j'ai une petite idée. Ça s'est vraiment bien passé. C'était un après-midi de prise de contact. Toutes ces femmes ne se connaissaient pas avant, pas toutes, mais la Oui, plupart. beaucoup, on va dire. La plupart. Et puis il y a eu des échanges, des rires, des chansons, de la danse. Et moi, puis voilà. moi je pense que ça commence toujours comme ça. Déjà, comme vous l'avez dit, la première chose à faire, c'est de mettre en contact et de contacter Ouais. tous ces Algériens. Et c'est pas tous, peut-être qu'un jour vous arriverez à tous les Inch'Allah, contacter. Inch'Allah. Oui, Certainement, c'est votre but. C'est le but, ouais. Mais en tout cas, le maximum. Et ensuite, des projets vont naître par eux-mêmes, quoi. Ça va Exactement. venir Exactement. tout seul, quoi. Et c'est là, il faut commencer par réunir d'abord. Et ensuite, comme j'ai l'habitude de dire, notre seule limite est le ciel. Ouais. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Mais on connaît hein, la ténacité Ouais. des Algériens, Des Algériens, et de vouloir faire les choses à tout prix. Exactement, pas de limite. Nous n'avons aucune limite et il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des limites. Ouais. Nos Algériens, c'est une communauté très, très ouverte et puis voilà, qui a envie du meilleur. Très bien. Peut-être une autre question par rapport à la jeunesse, aux jeunes. Oui. Quand je dis les jeunes, c'est 16 ans, 18 ans, 14 ans, 15 ans. Est-ce que vous... Il y en a peut-être qui ne sont jamais venus en Algérie, Oui. qui ne connaissent pas encore vraiment. Est-ce que vous pensez plus tard à pouvoir les ramener ici, leur faire découvrir le pays à travers des visites guidées, comme le font d'autres associations d'Algériens dans d'autres pays? C'est déjà en cours. Ah, Nous d'accord. avons vraiment tracé une feuille de route. L'association n'est pas juste créée administrativement, mais il y a vraiment des projets derrière et vraiment une feuille de route qu'on compte bien respecter. Et entre autres, bien sûr, créer un lien entre les Algériens qui sont nés justement en Suède, qui ne connaissent pas vraiment l'Algérie, Voilà. et les Algériens qui viennent d'Algérie, qui ne connaissent pas vraiment la Suède. Très bien. Et comme ça, on pourra, l'équipe, enfin je ne sais pas laquelle, mais une équipe de Canal Algérie viendra certainement, pourquoi pas, vous faire un reportage. Bah oui. Comme ça va être le cas tout de suite, d'ailleurs, je vous invite à le suivre avec nous. Et là, ça ne s'est pas passé, malheureusement pour vous, en Suède, mais plutôt en Belgique, où Yasmine Keshroud va nous parler de cette initiative Un Algérien, une idée. Ces jeunes Algériens qui ont des idées, qui veulent créer, qui veulent contribuer à l'économie du pays et qui se trouvent pourtant à Bruxelles, pour être tout à fait exact. Regardez, comme ça vous aurez un échantillon et on se retrouve juste après. Jeune, une idée.
c'est le nom de cette initiative à l'honneur à Bruxelles, imaginée par la communauté algérienne de Belgique. Une occasion de plus de faire vivre le lien entre les Algériens de l'étranger et leur mère patrie. Lors de cette rencontre, il a été question d'investissement en Algérie, une fierté pour ces Algériens. La diaspora algérienne, notamment les jeunes, a des idées et souhaite investir. Les Algériens ont l'envie d'apporter à l'Algérie. Il y a un partage d'informations, notamment grâce à l'action du président Tebboune. Nous vivons un moment où la communauté algérienne est à la convergence des intérêts. Je suis revenu d'Algérie avec l'idée d'investir sur place. J'ai vu qu'il y a des opportunités qui peuvent nous permettre de produire de la richesse pour l'économie de notre pays. Les opportunités d'investissement sont nombreuses, variées et facilitées par la nouvelle législation. De quoi permettre de manière idéale à la diaspora algérienne de participer au boom économique que connaît actuellement le pays. C'est un moment extraordinaire pour les synergies, un véritable boom créatif entre les grands acteurs. Cela motive et l'envie est bien là, dans un contexte extraordinaire de création de richesses. Les indicateurs économiques sont au beau fixe et l'Algérie peut se targuer de la motivation de ses nationaux où qu'ils se trouvent, notamment sa jeunesse, avide, à juste titre, d'investir dans les secteurs émergents et les start-up. Et voilà, donc c'était un reportage de notre collègue du service de l'information, Sabrina Keshroud. Ça vous donne envie là Oui, ça inspire, vraiment. Et franchement, je salue l'effort et le travail de toutes ces associations et toutes ces entreprises. Parce que et ces jeunes aussi qui veulent investir, qui veulent venir découvrir l'Algérie, apporter leurs connaissances. Parce que c'est ça aussi, j'imagine que ça doit être comme ça chez vous en Suède. Oui, exactement, exactement. Et ce qui facilite les choses aujourd'hui, c'est vraiment qu'il y ait une bonne intention de la part du gouvernement algérien dans ce sens, qui ouvre vraiment beaucoup d'opportunités, qui donne beaucoup d'opportunités à la diaspora algérienne. Très bien. Alors vous, finalement, aujourd'hui, vous n'avez même pas encore fêté votre première année de la naissance de l'association. Vous comptez la fêter, cette première année, d'une manière quand même assez particulière, parce que c'est un challenge, franchement, et je pense que vous l'avez quand même réussi. En tout cas, vous avez commencé à le réussir. Ça s'annonce bien pour la continuité de cette association. Là, maintenant que vous le dites, franchement, ça donne vraiment envie. Alors, je vous ai donné une idée. Vous m'avez donné une idée, ça donne vraiment envie de créer un événement extraordinaire. Je donne beaucoup d'idées dans cette émission, on me le dit souvent. C'est excellent, c'est excellent, c'est excellent, c'est super. Tant mieux. Mais ça serait bien de fêter la première bougie de l'association, peut-être d'une manière assez particulière, ramener un groupe ici, un autre là-bas, je ne sais pas, faire un truc comme ça. Je vous contacterai bien avant pour que vous puissiez me donner un peu plus d'idées sur la façon d'organiser la première année. Je vous donnerai avec plaisir. Tant que ça concerne les Algériens, moi je dis oui, il n'y a pas de problème, surtout la femme algérienne. Ça marche, ça marche. Non mais franchement oui, bien sûr que oui. Il y a toute une équipe qui travaille avec moi sur ce projet-là et je les salue tous et toutes, des femmes et des hommes. Et donc nous faisons un travail dans ce sens, un travail de fond et de forme pour aboutir vraiment à nos objectifs et nos buts. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement ? Que de la réussite. Du courage. Du courage, de la réussite. C'est vrai que c'est pas évident. Vous faites souvent les allers-retours? Vous venez souvent quand même au pays ou... Pas vraiment, on va dire deux fois par an. Ça va, là vous êtes venu déjà 2 fois. Entre la dernière fois et aujourd'hui, ça fait déjà 2. Oui, cette année, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a qui viennent une fois, il y en a qui viennent tous les 2 ans. C'est pas vraiment évident. C'est pas évident, j'imagine. En tout cas, franchement, bravo déjà pour ce que vous faites, pour l'initiative, pour avoir pensé à ces Algériens, de leur avoir créé leur association, parce que finalement c'est leur association. Maintenant, ils savent qu'il y a une association. Est-ce que vous avez un siège déjà là-bas? C'est en cours. Nous avons plusieurs sièges en fait, parce que nous avons eu la possibilité, cette opportunité de pouvoir juste emprunter des sièges et les membres avec moi dans l'équipe qui travaille sur ce projet associatif, chacun de son côté est un entrepreneur. Et du coup, chaque entrepreneur a un siège ou un bureau et du coup, ça facilite énormément les rencontres. C'est toute la force des Algériens. C'est toute la force des Algériens. Des fois, avec rien, ils trouvent quelque chose. Franchement, je les salue d'ici et ils font un travail exceptionnel. Voilà, et voilà, il salue toute son équipe, tous ces Algériens et ça...
franchement, on est ému de vous entendre en parler comme ça parce qu'on vous sent ému. Non, mais je le suis, je le suis. Ça a pris du temps pour en arriver là. Ouais, et le fait de trouver des personnes engagées qui se donnent volontairement, sans aucune contrepartie, il faut... Voilà, très bien. Pas en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, sur Canal Algérie, on parlera de cette communauté algérienne établie en Suède, tout comme on parlera des autres. Et on parlera de celle-ci parce qu'on sait que maintenant, il y a vraiment une communauté algérienne qui est installée en Suède. Il y a une association aussi qui les représente. Et franchement, bravo à vous pour tout le travail que vous faites avec votre équipe, bien évidemment. Merci. Vous les embrasserez tous de notre part. J'y manquerai pas. Puis peut-être une dernière question, parce que je sais que vous aimez beaucoup l'humour, vous aussi. Vous êtes un humoriste. C'est vous qui me l'avez dit tout à l'heure. Elles sont aussi belles que ça, les Suédoises? Belle. Oui, parce qu'on dit que les Suédoises sont belles. Oh, elle est belle comme une Suédoise. Non, on dit toujours, c'est toujours une référence. C'est un mythe. Voilà, c'est un mythe. Les Algériennes ça sont veut beaucoup dire plus que belles. les Algériennes sont les plus belles. Algériens et Algériennes sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus belles. Je voulais vous entendre le dire. Oui, c'est pas la première fois qu'on pose la question, mais franchement, c'est un mythe. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Yatek Saha. On se retrouve très bientôt dès que vous revenez. Avec plaisir. Vous serez toujours le bienvenu sur Canal Algérie. Merci bien. Et puis bon retour. Vous partez quand bientôt? Je repars mercredi, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, et bonne année. Merci. Meilleurs vœux. Ah oui, c'est vrai. À vous, bonne année à vous aussi. À toute la communauté algérienne de Suède. Merci. Voilà, allez, tout de suite, je vous propose la chronique Nostalgie. Voilà, et dans la chronique Nostalgie d'aujourd'hui, nous devions de rendre hommage à un grand artiste, un immense artiste algérien qui vient tout juste de nous quitter. Il s'agit bien sûr de Abdelkader El Khaldi, qui à lui seul représente un patrimoine musical. Donc on va l'écouter, on va se faire plaisir, surtout que c'était un artiste tellement discret, tellement humble, et pourtant il était tellement talentueux. On écoute Abdelkader El Khaldi, Allah yarhamou. وهرا يا الغزالة أحو منك ناس شطارة وهرا يا الغزالة أحو منك سيادة الرجالة أنت يا الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة أنت يا الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض أجدادي عمري لا ننسى بلادي يا أرضي وأرض أجدادي وهرا فرحي بولاد الحمل مدينة وسيد الهوال يا فرحي على ولاد الحمل مدينة جديدة وسيد الهوال عديت فيهم صغري ونطلب نعود الآني عديت فيهم صغري ونطلب نعود الآني وهر Voilà donc une pensée à Abdelkader El Khaldi, Allah yarhamou, un grand artiste sur lequel bien sûr nous reviendrons dans d'autres émissions. Et tout de suite place à l'Afrique, la chronique Mama Africa que vous retrouvez tous les dimanches. Donc on a parlé de Palestine, on a parlé des Algériens qui sont établis en Suède, on est parti à Bruxelles aussi, retrouver des Algériens et là on revient en Afrique pour parler bien sûr aujourd'hui de mets et de plats traditionnels que l'on ne connaît pas forcément. Moi je ne les connais pas du tout, je les ai découverts quand tu m'as envoyé les photos, Narcisse. Et Narcisse Youmbi est avec nous. Bonjour Narcisse. Bonjour Lilia. Comment ça va? Alors aujourd'hui c'est une autre chachia. Oui, c'est une collection, hein? Oui. Elles sont toutes belles. Hommage, oui. Elles sont toutes belles. Oui. Alors aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de 4 plats. Oui.
africain. Et pourquoi d'abord, c'est quoi la gastronomie? Qu'est-ce qu'elle représente, cette gastronomie? Est-ce que c'est aussi important dans chaque pays, comme chez nous en Algérie, c'est important hein, quand on parle de gastronomie, et en Afrique? En Afrique, je veux dire, ces pays que tu vas citer, parce que tu n'as pas cité tous les pays africains. Je ne peux pas citer tous les pays, mais après, on pourra peut-être reporter ça sur plusieurs émissions, en parcourant un peu les pays. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Il n'y aura exactement. Donc voilà, j'ai commencé d'abord par un plat camerounais, parce que je suis camerounais. La bonne charité commence par soi-même. Chez nous, l'un des plats les plus emblématiques, parce qu'il y en a plusieurs, c'est le ndolé. Le ndolé. Le ndolé. Ça se prononce comme ça, le ndolé. Voilà, c'est un plat qui est fait à base de feuilles d'oseille qui sont très amères à la base. Ah bon, c'est amer à la base? Non, les feuilles sont très amères. D'accord. Donc, on doit les laver à plusieurs reprises pour enlever toute l'amertume. Après, on va les faire bouillir et ensuite... Et on rajoute plein d'ingrédients comme les arachides bouillis, les crevettes. Ah oui, on voit là, voilà. il y a du poisson, il y a des crevettes. Il y a des crevettes, il y a de la viande. Et ça, c'est quoi? C'est des beignets Non, non, ça, ce sont les bananes plantains. Ah, c'est une autre race de bananes que vous n'avez pas ici. Ça se mange soit bouilli, soit frit. Ah ouais, voilà. Par exemple, chez nous, ce n'est pas les frites de pommes de terre qui sont les plus populaires. C'est les frites de bananes plantains qui sont les plus populaires. Ils sont beaucoup plus bons. Vous mangez des frites de bananes? Oui, un jour, je vous les ferai goûter. Mais vous n'avez pas cette race de banane ici en Algérie. Vous avez la banane douce. La banane plantain ne peut pas se manger crue parce qu'elle est dure. Il faut qu'elle soit... Elle soit cuite ou frite ou bouillie. Donc si vous revenez sur le premier plat, la première image, si elle revient, elle peut revenir sur la première image, vous allez voir que de ce côté, c'est la banane plantain bouillie. Elle est mûre, hein, mais elle est bouillie. Et de l'autre côté, c'est la banane plantain frite. Voilà. D'accord. Ah, donc vous l'utilisez beaucoup, la banane. Cette banane-là. Cette banane plantain, oui. C'est un très bon accompagnement. Et ça, c'est la version mûre. On peut aussi la manger en version non mûre. Donc c'est bon? J'imagine, quelle question? Est-ce que c'est bon? Je parle d'un plat camerounais. C'est normal qu'il va me dire que c'est bon. Et là, comme complément aussi, il y a les bâtons de manioc en haut, ceux qui sont roulés. On les appelle plus traditionnellement les miondo. Ce sont les bâtons de manioc qui sont faits à base de manioc, qui sont fermentés. Bon, vous connaissez les tubercules de manioc ou pas? Non, je connais pas. J'allais vous dire, c'est quoi le manioc? Ah, voilà. Alors, depuis que je suis en Algérie, j'ai remarqué qu'il y a juste deux tubercules là. Il y a les pommes de terre. Enfin, les tubercules, c'est tout ce qui sort de la terre. Oui. Pommes de terre et la batata lahwa, la batata sucrée. Ah, batata halwa. Voilà, sucrée. Oui. Voilà, ça c'est nous, on appelle ça la patate douce. Voilà. C'est les deux que j'ai trouvés. Or, nous, on en a plusieurs. Ah, vous avez plusieurs sortes. On a le manioc. Plusieurs variétés. Oui, on a le manioc, à base de laquelle on fait les bâtons de manioc. D'accord, donc ça c'est à base de patates. Non, manioc, c'est un autre type de tubercule. D'accord. Le manioc. Mais c'est pas patate, ça n'a rien à voir avec la patate. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, non, on n'a pas ça. Oui, on a le macabo. On a les ignames blancs, les ignames jaunes. On a plein de types de tubercules que vous n'avez pas ici. Très bien. Et ça pousse généralement en zone tropicale. Alors là, c'est la banane plantain. Ah, c'est ça la banane. Oui. Ça sont les ingrédients pour faire le ndolé. Vous voyez, les crevettes sont là. Voilà, de l'autre côté, il y a les arachides, il y a les boules de ndolé déjà lavées. Toute l'amertume enlevée. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça fait rappeler les épinards, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais on peut aussi faire remplaçable, mais ça n'aura pas la même saveur, mais ça peut donner. Alors ça sont les feuilles de ndolé, là, ça sont les feuilles de ndolé qui sont. Et de l'autre côté, vous allez voir que ce sont les boules déjà laver, sécher, piler. Parce que c'est très amer. Si vous la mettez sur votre langue, l'amertume peut rester 2 jours. Et donc, quand vous allez la manger, c'est amer ou pas? Non, là, on a enlevé toute l'amertume. D'accord. On a enlevé toute l'amertume. Et c'est très, 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 très bon. Eh bien, on veut goûter. Hein. Surtout que vous êtes Camerounais, donc vous êtes obligé de le ramener. Je ferai venir les ingrédients parce que moi-même, je sais cuisiner. Hein. Ah bon, on va se régaler. Très bien. Donc le plat de ndolé, c'est un plat... C'est originaire de la côte du Cameroun, d'un peuple qui s'appelle le peuple Sawa. C'est le plat national en quelque sorte. C'est un plat que tout le Cameroun a adopté. Il y a plusieurs régions au Cameroun. Chaque région a son plat. Est-ce que c'est l'un des plats les plus connus? L'un des plats les plus populaires. Donc toutes les régions la mangent de manière, la valide. Le ndolé. Donc si on va au Cameroun, dès qu'on en arrive, on veut manger du ndolé. Du ndolé, oui. Très bien. Voilà. Alors on va passer au deuxième plat. Là on va dire au revoir au Cameroun. Hein. Oui, désolé, mais on va aller. Oui. Là on va aller en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Le plat national en Côte d'Ivoire, c'est l'attiéké. L'attiéké. Voilà, avec le poisson. Ça, on a compris que c'est un poisson. Mais le principal, l'ingrédient principal, c'est le truc qui est à l'arrière, c'est l'attiéké. C'est fait à base de manioc aussi. D'accord. Toujours à base de manioc. Donc, c'est du manioc
qu'on prend, on trempe, et puis on tamise, on écrase et on laisse sécher. Ça devient comme le couscous. Ah, d'accord. On l'a en poudre comme le couscous, on sèche. Mais je crois qu'on a la photo du manioc, non? On a Oui, pas, oui, juste après, vous avez les tubercules de manioc. Voilà. Ça, ce sont les tubercules ah, oui, de manioc. Ça, on ne connaît pas. Voilà, vous n'avez pas ça. Oui, oui. Pas. Et sur les photos qui suivent, vous allez voir comment on les découpe. On les découpe et puis on la transforme en farine. En farine comme la... Vous voyez la semoule? Oui, oui, à comme peu la près semoule. comme ça, voilà. Et après, on fait bouillir pour faire le plat de la tchéké. Et la tchéké s'accompagne essentiellement du poisson. Oui, mais n'importe quelle sorte de poisson. À la base, c'est avec le garba. Ils appellent ça le garba, le thon. Le thon, oui. D'accord. Et donc, on voit là comment on découpe. Qu'est-ce qu'on est en train de couper? le manioc. Le manioc. Voilà. Et après, il y a des femmes qui vont les sécher comme ceci. Et puis les griller légèrement pour que ça donne l'élément essentiel pour préparer le plat. Et c'est bon? Vous l'avez goûté, j'imagine. Magnifique. C'est très bon. Vous nous donnez l'eau à la bouche maintenant. Comment on va goûter, nous? Très, très bon. Donc, la tchéké est devenue comme le plat national ivoirien. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il est originaire d'un peuple qui s'appelle le peuple hébrié et Adjoukrou, mais c'est le plat national en Côte d'Ivoire. Donc, très bien. Tous les Ivoiriens l'ont adopté et puis c'est le plat national. D'accord. On ne peut pas parler de tous les plats, c'est normal, mais on choisit vraiment les plats les plus populaires. Voilà. D'accord. On va dans quel pays? Le Sénégal. Le Sénégal. Au Sénégal, ça c'est un plat qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Celui-là? Oui. C'est le tiep. Les Sénégalais l'appellent le tiep. Voilà. Ils appellent encore ça le thieboudienne. Le thieboudienne. Oui, le thieboudienne. Voilà. C'est un plat, d'après mes recherches, qui a été créé par Penda Baye, une cuisinière sénégalaise du 19e siècle. Le plat est aujourd'hui inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. D'accord. Il est fait à base de riz parfumé, cuit, avec du poisson, des légumes, des épices. Voilà. Vous avez sur la photo suivante les éléments qui constituent ce plat. Voilà, ces éléments classiques qu'on trouve ici. Beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Mais c'est la constitution... Il y a du poivron, des carottes, de la patate, pomme de terre, de la tomate. Voilà. De l'ail. Voilà, de l'aubergine, du chou. Tout, vraiment. Ça donne vraiment quelque chose, un concentré de goût et de saveur. Mais ça, on les met dans le riz? Oui, la sauce. Ils font une sorte de mélange et après ils enlèvent les légumes là qu'ils ont cuits pour décorer le plat, comme le couscous à peu près. Comme le couscous. Comme le couscous. Sauf que c'est du riz. C'est du riz. C'est très très bon. C'est très très bon. Non, pas seulement du poisson. Hein. Ils varient parfois du mouton. Ils peuvent mettre aussi plusieurs viandes dessus. Mais il y a des épices peut-être spéciales, non? Il y a forcément des épices. C'est très épicé. C'est très relevé et très exactement. Très bien. Donc ça, c'est le Sénégal. On était au Sénégal. Le Sénégal, oui. Le dernier, ça c'est le dernier. Le dernier, c'est le. Ça, j'ai pas compris. Je veux comprendre ce que c'est. Quand j'ai vu les photos. Ici, c'est du foufou avec de la soupe de noix de palme. Alors, on me dit, il y a Manel qui me dit là, Manel Mebarki, c'est un plat qui fait fureur sur TikTok. Allez, je vais le dire, c'est pas grave. Ah oui. Mais on en parle beaucoup de ce plat. Oui. Et elle me dit, je veux le goûter. Alors, c'est aussi bon que ça? C'est magnifique. C'est parce que c'est avec du couscous de manioc. Ouais. Alors, après, il y a récemment, surtout de la Côte d'Ivoire, ils rajoutent parfois, ils pilent le manioc et ils pilent la banane plantain mûre. Ce que ça donne un goût légèrement acide et sucré. Vous avez, par exemple, quand c'est jaune, ça veut dire que c'est la banane plantain mûre. Ah, donc ce qui est jaune, c'est de la banane. C'est la banane plantain mûre qui est pilée. Ouais. Quand c'est blanc, c'est uniquement le couscous de manioc, mais parfois le mélange aussi donne quelque chose de très très bon. Oui, mais ça c'est quoi? C'est de la viande? Parce que moi, quand je vois ça, ça me fait rappeler le bouzellouf. Il y a le pot, il y a la peau, voilà. Comme le bouzellouf, on peut rajouter plein de types de viande. L'ingrédient essentiel, c'est les noix de palme. D'accord. Les noix de palme. Vous connaissez les noix de palme? Oui, noix de palme, voilà. bien sûr. Les noix de palme, on les fait bouillir, on les pile pour avoir de l'huile de noix de palme brute. D'accord. Et c'est avec cette huile brute là qu'on prépare la sauce. Du coup, le goût est très très relevé. Tu as vraiment le alors moi, j'ai demandé le plat camerounais. À la régie, on vous demande ce plat-là. Vous allez cuisiner, Narcisse. Oui, ce plat-là, même au Cameroun, on la cuisine, mais c'est que l'origine est du Ghana. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Voilà, l'origine est du Ghana. Très bien. Donc, si vous deviez choisir entre les quatre, bon, j'imagine que vous allez choisir celui du Cameroun. Le ndolé, j'ai grandi avec. C'est un plat national chez nous. Ouais. Après, j'ai goûté la tchéké. Le foufou, sauce mbanga, on appelle ça le mbanga soupe. Mbanga soupe, c'est-à-dire le foufou avec la sauce de noix de palme. D'accord. Nous, on a aussi grandi avec ça. Très bien. Mais c'est dans mes recherches que j'ai trouvé que l'origine venait du Ghana. D'accord. Si je n'avais pas fait des recherches, c'est que j'aurais cru que c'est aussi camerounais. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Très bien. Mais et en Algérie, c'est quoi le plat? Vous en avez mangé des plats depuis le temps que vous êtes là.
C'est le couscous? C'est le couscous qui est le plat royal. Blanc, sauce blanche, sauce rouge, au poisson, à la viande? Non, non, justement le couscous royal, vraiment ce qui est décoré comme ça, avec les carottes, les courgettes, les légumes comme ça, donc, et les gros morceaux de viande. Sauce blanche. Sauce rouge, je préfère. Ah, sauce rouge. Vous aimez sauce rouge, oui. Très bien. Oui. Par contre, avec la sauce blanche, je préfère la richta. Richta poulet sauce blanche, je crois que j'adore. Très bien. Donc, nous, on vous ramène le couscous sauce blanche et vous nous ramenez le reste. Comme ça, donnant. Non, c'est déséquilibré. Très bien. Alors, pour clore, Narcisse, qu'est-ce que vous voulez dire? Ces plats-là, est-ce qu'aujourd'hui, on continue à les trouver quand on va, par exemple, parce que vous savez que la première, ce qui fait partie aussi de la première vitrine d'un pays, c'est aussi sa gastronomie. Oui. Donc, quand on va manger ces petits plats, ces mets traditionnels, est-ce qu'on continue à les cuisiner un petit peu partout? Oui, justement, parce que vous savez, les Africains commencent de plus en plus à être fiers de leur identité. Ouais. Parce que n'oublions pas, il faut toujours rappeler ça. Nous avons été des peuples colonisés et la colonisation nous a énormément frustrés. Donc du coup, on a toujours été, on était toujours en train de penser que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est meilleur. Mais aujourd'hui, on commence à être fiers de nos identités. Ouais. Si vous avez entendu le foufou faire fureur ces temps-ci, avant, c'était considéré comme manger un truc zama. Mais aujourd'hui, c'est par fierté qu'on fait découvrir ça au reste du monde. Ça fait fureur sur TikTok. Ouais, donc, vrai. Du coup, on est tellement fiers de notre identité qu'on est fiers d'en parler et les autres découvrent. Et quand vous regardez les trends qui sont sur TikTok, toutes les communautés du monde goûtent et ils apprécient. Et ça mais il y a 10 ans en arrière, on aurait honte de dire ça vu qu'on mange avec les mains. Vous savez, mais c'est une culture, ça au contraire. C'est pour dire qu'il y a une évolution et ça fait plaisir de savoir qu'on est de plus en plus fiers de ce que nous sommes, de d'où nous venons, de ce que nous avons grandi avec. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faudrait continuer à avancer. Parce que je pense que le monde aussi a beaucoup à apprendre de l'Afrique et qu'on devrait être très très fiers d'appartenir à ce grand et beau continent qu'est l'Afrique. Eh ben, merci beaucoup. Franchement, je ne regrette pas que vous fassiez partie de l'équipe de l'émission Souriez parce que voilà, on apprend à chaque fois avec vous. On a attendant de se régaler, bien sûr. Et puis la semaine prochaine aussi, ça va être un sujet qui est très très intéressant. On n'en dit pas plus aux téléspectateurs. Comme ça, il sera avec nous. Vous nous avez fait vraiment voyager. Et puis une autre fois, on ira vers d'autres pays pour découvrir au fur et à mesure. Oui. Il y a aussi le Ramadan qui arrive, Shahr Ramadan. Donc on compte sur vous pour nous faire découvrir des petits plats traditionnels. Merci beaucoup en tout cas Narcisse. C'était un plaisir aujourd'hui, comme à chaque fois. On rendez-vous la semaine prochaine. Oui, merci. N'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup. Il y a quoi au menu? Vous avez fait quelque chose pour ce soir? Non? Rien? Rien du tout. Quelque chose de normal. De normal, très bien. Allez, tout de suite, je vous propose d'écouter une très très belle chanson. Voilà, je ne me rappelle plus du nom de l'artiste, pourtant c'est moi qui l'ai choisi. Alioune Wade, merci beaucoup la régie. Alioune Wade, on va l'écouter tout de suite avec Lopez qui est un pianiste cubain, voilà, de la Havane, et ensemble ils ont créé un très très beau projet. Voici l'une de leurs chansons. Et Alioune Wade, il faut juste rappeler qu'il est sénégalais. On écoute. Bilay day lo fi am yaram lo ko may ken do fi dur ak saga andal sa saga andal ak yaram saga tekin
Voilà, très très belle chanson de Alioune Wade, cet artiste sénégalais qui est déjà venu en Algérie, ça il faut le savoir, et plus d'une fois. La dernière fois c'était à la dernière édition du Dima Jazz à Constantine. Tout de suite, place au sport avec les Verts du monde. Et les Verts du monde, c'est chaque dimanche avec Mehdi Dahak. Bonjour Mehdi. Bonjour Lilia. Ça va? Très bien. Je me disais, elle est où ma fiche? Elle est là. Prenez-en bien soin. Alors Mehdi, aujourd'hui on va parler de quoi? Alors, on va parler de qui surtout? On va commencer par l'actualité la plus proche de nous actuellement, maintenant, donc à l'instant, dimanche. C'est ce soir. Non, maintenant, actuellement, il y a un joueur qui a marqué, on en a déjà parlé, c'est Badreddine Bouannani. Encore? C'est le jeune joueur de 18 ans de Nice qui a marqué contre Montpellier. Un très beau but là actuellement, il joue actuellement. Vous l'avez vu? J'ai eu le temps de voir avant de rentrer. Avant de rentrer au studio. Donc voilà, donc ça c'est l'actualité la plus... Ah, je pensais que vous alliez me parler de ce soir, il y a la Ligue des Champions africaine, c'est ça? Oui, ce soir, il n'y aura pas la Ligue des Champions, il y aura deux matchs de la Coupe de la Confédération. Il y aura l'USMA et le CS Constantine. Voilà. Très bien, d'accord. Ça n'a rien à voir avec la chronique, mais c'était juste... Je pensais que vous alliez parler de cette actualité, j'ai oublié qu'il y avait une autre l'après-midi. Voilà. C'est pour parler du joueur algérien qui a marqué le plus récemment. Très bien, donc ça fait pas longtemps. Ça fait quelques minutes. Notez-le, Bouannani, c'est ça, qui vient juste de marquer contre Montpellier. Contre Montpellier, voilà, avec et son club c'est Nice. Très bien. Et sinon, pour les autres, vous avez choisi aujourd'hui une liste aussi de... Oui, j'essaie de chaque semaine essayer de faire à peu près 7 photos de joueurs ou d'événements qui ont eu lieu durant la semaine pour rester dans l'actualité. Et donc la première photo va concerner quelqu'un dont on a déjà parlé, donc on va le voir sans doute bientôt. C'est Amin Chiaha, c'est le jeune attaquant de 18 ans qui joue au Danemark. Donc ça tombe bien, là, il y a un instant on parlait de... Vous étiez avec un invité de Suède, donc c'est pas très loin, c'est le Danemark. J'ai oublié de lui poser une question sur le foot, tiens. Allez. C'est pas grave. Ça, c'est pas lui, là, c'est pas lui, donc je crois qu'elle a... C'est juste avant. C'est celui d'avant. Juste dans la première, c'est pas vraiment celle-là. C'est pas le premier, c'est pas la première. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut commenter les photos qu'il y a. On peut commenter les photos, vas-y Hadj. Donc la première photo, c'est Amin Chiaha, donc il a marqué encore cette semaine en Coupe d'Europe. Donc c'est un jeune joueur de 18 ans, on en a parlé, qui a été appelé par l'équipe... Non, ça c'est un autre joueur encore, c'est pas grave, ça c'est Anis Hadjmoussa. Et donc... vous voulez qu'on commence? On peut parler de celui qu'on a à l'image. Exactement. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines parce que justement c'est le joueur qui a le plus brillé durant le mois de novembre. Il joue aux Pays-Bas, à Feyenoord, avec un autre international algérien qui s'appelle Zerouki. Et il a marqué 6 buts durant le mois de novembre et il a été élu homme du mois dans son club. Ah, homme du mois. Donc on a un trophée en forme de couronne. Et donc voilà. Donc Pays-Bas, voilà, couronne. Exactement, ça va ensemble. Non, lui il est un peu plus âgé, il a 23 ans. 23 ans. C'est un joueur qui joue ailier droit et qui pourrait être un peu le futur Riyad Mahrez sans doute. Il pourrait prendre la succession de Riyad Mahrez parmi les joueurs les plus en vue actuellement. Très bien. Voilà. Et son nom, rappelez-moi? Anis Hadjmoussa. Anis Hadjmoussa, qui a été déjà appelé en équipe nationale? Il a déjà été appelé, bien sûr. Alors, depuis le mois de mars, il a été appelé. Donc il fait partie de l'équipe nationale. Il n'a pas encore eu le temps de vraiment beaucoup briller, mais il est appelé. Et donc là, il brille avec son club. Et on est content pour lui. La nouvelle, c'est qu'il a été élu... Il a été élu homme du mois. Et hier encore, il a été... un très grand match encore hier contre Héraclès. Il était passeur et voilà. D'accord, voilà, c'est succès. Prochaine photo. La prochaine photo, je vais commenter en fonction de la photo. Voilà, on va suivre les photos et puis c'est tout. Alors ça c'est Benrahma, Saïd Benrahma que tout le monde connaît. Alors la semaine dernière, je pense qu'on a parlé de Benzia, dont le très beau but, avait été choisi par la FIFA pour le prix Puskás du plus beau but au monde de l'année. Ah d'accord, donc on en a parlé la semaine dernière, parce qu'hier quand je parlais avec, désolé, là j'ouvre une petite parenthèse, et je montre un petit peu ce que tu m'as envoyé à mon mari, qui adore aussi le sport, et il me dit, puisqu'il va parler de ce que vous allez parler dans quelques instants, dis-lui de Benzia, mais finalement vous en aviez parlé la semaine dernière. J'en avais parlé la semaine dernière, donc Benzia, et donc là j'ai montré Benrahma, pourquoi? Parce que Benrahma, ça c'est encore un autre joueur dont on parlera après. Benrahma, reviens à Benrahma, s'il te plaît, Hadjar. Benrahma, il a été choisi pour le plus beau but africain de l'année par la CAF, par la Confédération africaine, tout comme Benzia. Donc on a deux Algériens qui sont justement pour ça. Malheureusement, le vote s'est fermé hier.
Donc on aurait pu voter, les Algériens ont pu voter pour lui. Donc on a 2 Algériens quand même qui sont pour les 2 plus beaux buts africains de l'année dans cette liste, dont Ben Rahma. Donc on voulait quand même en parler. Donc il y a Benzia et Ben Rahma. Donc les votes sont clos et maintenant les résultats ça va être quand? On va attendre d'ici la fin décembre, on aura les résultats. Et ça c'était par rapport à quel but? C'était le but contre le Togo. On avait gagné 5-1, il avait marqué 2 buts et le premier but, un très beau but de loin, voilà, en plein lucarne, pur. Cette année? Cette année, exactement. C'est au mois d'octobre, il n'y a pas très longtemps. D'accord, à Annaba. À Annaba, exactement. C'est lui qui m'a donné l'info. C'est le 14 octobre, pour être précis. Très bien, très bien. On voulait avoir le but, mais malheureusement, c'est pas possible. Bon, on se rattrapera une autre fois, mais c'est pas grave. Au moins, vous nous avez donné l'information, Mehdi. Donc, il y a 2 buts qui sont sélectionnés, n'est-ce pas, pour 2 joueurs différents. Exactement. Allez, celui-là. Ça, c'est un autre jeune joueur qu'on voit à l'écran. Il n'a que 17 ans. Alors, il s'appelle Elias Benqara. Il joue comme défenseur à Dortmund. Alors, il n'a pas encore commencé, il n'a pas encore fait ses débuts professionnels. Il n'a pas encore joué de minutes professionnelles avec Dortmund, avec le club de Rami Benzebaini. Mais c'est fort possible que ça se fasse peut-être aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a une pénurie de défenseurs. Il y a plusieurs blessures, 3 joueurs qui sont blessés en défense à Dortmund. Et déjà cette semaine, il était en Ligue des Champions contre Barcelone. Il a été appelé à la dernière minute à la rescousse parce que justement il y avait un blessé. Il avait joué à 16h avec les jeunes et à 21h il était appelé pour jouer contre Barcelone. Elias Benqara, dont le père Kamel Benqara a joué à Constantine comme joueur. Et donc on attend, il pourrait se suivre justement les traces de son père. De son père, non, surtout des joueurs dont on a parlé, de Amin Cheikha par exemple, qui a 18 ans, qui est récemment venu en équipe d'Algérie, ou encore Ibrahim Maza, dont on a souvent parlé aussi dans cette émission, un joueur qui joue en Allemagne. Donc ce sont des jeunes joueurs qui se connaissent entre eux, ils ont 17 ans, 18 ans et qui ont une grande envie de représenter l'Algérie. Donc il y a vraiment une génération là qui est fin prête à représenter l'Algérie. Il y a un vivier, parfois il y a des creux et parfois il y a un vivier, il y a des joueurs qui sortent. Là on est en période pas creux du tout. C'est une période intéressante, d'autant plus qu'on a vraiment des besoins en défense, on a beaucoup de mal à trouver des défenseurs et donc on espère que ce jeune Elias Benqara fasse déjà ses débuts professionnels avec Dortmund et pourquoi pas rejoindre l'équipe d'Algérie au plus vite. 17 ans. 17 ans seulement. Très bien. Eh ben, on verra. Vous nous donnerez des nouvelles au fur et à mesure de Elias Benqara. Prochaine photo, encore un autre footballeur, j'imagine. Ah non, ça, c'est un autre footballeur aussi. Oui, un ancien footballeur. Je veux dire entraîneur aussi. Et entraîneur, justement. Ça, l'information, c'est Majid Bouguerra qu'on voit à l'écran avec la Coupe arabe qu'il a gagnée en 2021. Il était entraîneur des A-Prim, c'est ça? Des A-Prim, voilà. On avait joué, c'était un an avant la Coupe du Monde au Qatar. Et donc, c'était une compétition qui servait un peu de préparation à la Coupe du Monde et que l'Algérie a remporté. Oui, haut la main. Avec ce fameux but de Bounedjah. Exactement. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que Majid Bouguerra va reprendre en main cette sélection à prime qu'il avait déjà pris en main à l'époque. Voilà. Parce qu'il y a une grande probabilité que la Coupe arabe des nations, qui est une nouvelle édition, qui va revenir bientôt d'ici la fin de l'année 2025 probablement. Très bien. Et donc voilà, c'est la nouvelle de la semaine. Il revient à ce poste de sélectionneur. Donc Magic, le retour. Le retour de Majid Bouguerra, exactement. Voilà. Très bien, merci pour la nouvelle. Et puis on continue. Exactement, il y a encore quelques photos. Ouais, alors celle-là, je vais la garder pour la fin, mais c'est pas grave. On a sauté une photo tout à l'heure, on avait parlé d'un gardien qu'on a vu tout à l'heure, ce serait bien d'en parler un petit peu. Oui, s'il te plaît, Hadjer, si tu trouves la photo pour terminer par celle-là. Donc c'est le gardien de l'équipe nationale, Anthony Mandrea, qui ne joue plus malheureusement avec son club. Il a perdu sa place de titulaire et qui a annoncé cette semaine qu'il veut changer de club. Parce que nous avons quand même un problème de gardien actuellement. Depuis la fin de Raïs Mboulhi. Voilà, juste voilà, celui-là, le bleu. Voilà, le bleu, voilà. Anthony Mandrea. Depuis le départ de Raïs Mboulhi, depuis qu'il n'est plus en sélection, on a du mal à trouver un gardien titulaire. Ah, donc c'est ça, on a du mal. Voilà. Donc lui, il avait pris un moment la succession sous le précédent sélectionneur, puis même sous l'actuel sélectionneur. Et pourtant, beaucoup disaient qu'il était bon. Oui, c'est un joueur qui a émergé, parce qu'à l'époque, son club, il a émergé avec son club en France, à Caen. Et là, il y a de la concurrence, il y a d'autres joueurs qui arrivent. Il y a notamment Gundouz qui joue en Iran, à Persépolis. Il y a d'autres joueurs qui arrivent. Et donc, lui, il a perdu sa place en plus en club. Et donc là, il a annoncé qu'il va changer justement pour l'équipe nationale. Parce qu'il a besoin, pour revenir en équipe nationale, il a besoin de changer de club. Et il a annoncé cette semaine qu'il veut changer de club. Voilà. D'accord. Mais il est toujours en équipe nationale. Il faut qu'il ait un club pour pouvoir... Pour pouvoir prétendre quand même à une place de titulaire. C'était comme l'histoire de Mboulhi à l'époque. Il fallait qu'il ait un club pour qu'il puisse revenir en équipe nationale. Sauf que Mboulhi était tellement performant que... Oui, c'est ça.
il a pas besoin. Il a duré tellement longtemps que même quand il n'avait pas de club, il est toujours en sélection. Ben, on suivra aussi l'affaire Mandrea. Voilà. Très bien. Et puis on terminera avec cette photo. La dernière photo avec tous les joueurs, là, il y a beaucoup de joueurs. Qu'est-ce qu'elle représente? J'essaie toujours de garder une petite surprise comme ça à la fin. J'imagine, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui on a eu un petit souci avec les photos, mais c'est pas grave. Bon, enfin, ça va. Hein. Non, ça va, on s'en sort. On s'en est sorti. Ce serait bien juste de montrer la dernière photo. Alors, c'est un petit clin d'œil pour les gens qui nous regardent dans la région de Marseille. Alors, c'est un club qui s'appelle le FC Aubagne, qui est juste à côté de Marseille. Et c'est le club français qui a le plus d'Algériens. Il y a 11 Algériens dans cette équipe. D'accord. Est-ce qu'on peut voir la photo, Hadjer, s'il te plaît, la dernière photo, celle que tu nous as mise là où il y a plein de joueurs. Voilà, celle-là. Et donc voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil pour les Algériens de Marseille. C'est un club qui joue en 3e division en France, c'est un club quasiment professionnel. Et donc c'est le FC Aubagne, ils ont gagné hier 7-2 contre Châteauroux. Et donc on va citer peut-être les joueurs. Donc il n'y a que des Algériens? Il y en a 11, il y a beaucoup. Il y a Yazine Ben Hattab, il y a Lamine Jaballah, Yanis Amri, il y a Yassine Dahmani. Il y a Khitar, je suis en train de lire. Exactement, Cyril Khitar qui joue à l'OM il n'y a pas longtemps, maintenant il joue là-bas. Il y a Mohamed Nahari, il y a Boudra, il y a les jumeaux Bilal et Edem Tafni. Il y a même des jumeaux. Exactement. Et Marwan Rouaï qui a joué au Portugal un petit moment. Très bien. Il y en a même un qui a joué en Algérie. Il y en a et ça, c'est un club qui s'appelle comment? Le FC Aubagne. Le FC Aubagne, c'est un club de 3e division qui est pas loin. C'est le 2e club de Marseille, on va dire actuellement, derrière l'OM. C'est le 2e club le plus important et il joue voilà, au FC Aubagne. Il y a 11 Algériens. Voilà. Que des Algériens. Que des Algériens pratiquement. Oh, c'est génial ça. Non, franchement, merci pour l'info. On ne savait pas que ça existe comme ça, des clubs où il n'y a que... c'est une région où il y a quand même beaucoup d'Algériens. Oui, mais l'équipe 100% algérienne, franchement... Pas 100%, mais dans l'effectif, ils sont très nombreux. Donc c'est pour ça qu'on voulait en parler, parce que justement, c'est... Très bien, on leur souhaite une belle carrière. Hein. Peut-être que c'est les futurs joueurs, footballeurs de l'équipe nationale. Il y a quelques jeunes joueurs, il y en a qui sont un peu âgés. Il y en a un qui a 42 ans et qui continue de jouer. Et il y en a un comme Cyril Khatel qui a 23 ans, qui est venu avec les équipes de jeunes en Algérie, les U20 je crois à une époque, ou les U17. Il y avait un petit problème à l'OM justement avec des dirigeants et donc voilà, donc ce sont des joueurs qu'on suit. Très bien, et vous serez là surtout pour le clin d'œil. Très bien, vous serez là pour nous en parler, j'espère. Bien sûr. Vous serez là la semaine prochaine ou pas? La semaine prochaine, je ne serai pas là, malheureusement. Vous serez là, on trouvera un moyen que vous soyez avec nous. On trouvera, il y a les nouvelles technologies aujourd'hui. Pourquoi pas, on va trouver alors. Vous ferez partie de l'émission Mehdi Dahak, par n'importe quel moyen. Merci beaucoup, à dimanche prochain alors. Où que vous soyez, on vous trouvera. Tout à fait. Merci Mehdi. Je vous souhaite une très bonne année, puisque vous serez absent la semaine prochaine et l'autre semaine. On souhaite une bonne année à tout le monde, voilà, à tous les téléspectateurs. Voilà, et puis à votre famille si vous voulez, à ceux qui vous regardent. Sinon, vous leur direz la semaine prochaine via ce qu'on trouvera comme moyen. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On termine bien sûr avec ces notes de sport et cette bonne humeur, surtout ces nouvelles de ces footballeurs algériens établis à l'étranger. Medjid était à la lumière. J'ai promis aujourd'hui de ne citer que Medjid. Voilà, parce que je l'oublie souvent. Donc Medjid, merci beaucoup. C'est le roi de la lumière. Merci à qui était au script et Hamoudi à la réalisation. À demain lundi avec d'autres invités et bien sûr des chroniqueurs. Au revoir.